l'impression qu'on est entre spécialistes finalement, puisque beaucoup d'entre vous sont les prochains à parler. Enchanté, je suis Thomas Breda, je suis chercheur au CNRS, économiste du travail, je m'intéresse aux inégalités au travail. Une partie de mes études, travaux portent effectivement sur les questions de ségrégation professionnelle homme-femme. Alors, j'ai fait des slides. Ah mince, ça marche pas. On m'avait dit qu'en appuyant sur le bouton, ça allait les... Non, on lance. Ah ah, voilà. J'ai rien compris à ce qu'on m'a expliqué, j'étais trop distrait. Donc ça y est, c'est arrivé. Donc j'ai pas pu m'empêcher de faire des diapos parce que je suis un chercheur, donc j'ai du mal à m'en séparer. Mais je vais quand même vous raconter en même temps. Alors, la question que je suis censé traiter en 15 minutes plutôt que 2 heures d'ordinaire, c'est pourquoi y a-t-il si peu de filles, de femmes dans les études métiers scientifiques? Et j'ai essayé de distinguer 3 explications un peu immédiates pour structurer la discussion, même si elle va être très courte. La première, c'est les questions de discrimination. Qu'est-ce qu'on sait des discriminations contre les femmes dans les filières scientifiques, quand elles essayent de faire des études scientifiques, des carrières universitaires, scientifiques, etc. La deuxième, c'est ce que j'ai appelé les notes. Là-dedans, on peut mettre ce qui irait des aptitudes, éventuellement même innées, si on veut dire quelque chose qui apparaît souvent comme un gros mot, jusque le développement, l'investissement différencié dans les différentes disciplines à l'école, et le fait qu'au moment de faire des choix, filles et garçons ne vont pas avoir exactement les mêmes notes et vont peut-être du coup faire des choix différents. Et le 3, c'est ce qui reste, ce dont on parle le plus souvent, c'est à note égale, c'est ce dont parlait l'intervenante précédente. À note égale, on voit toujours que filles et garçons font aussi des choix différents. Et donc, c'est tout ce qui est influence sociétale, culturelle, stéréotypes de genre, qui implique que filles et garçons ne vont pas faire les mêmes choix. Donc, je vais essayer de passer ça en revue. 3 minutes par explication. Donc, ça va être un peu à la hache, avec 1 ou 2 graphiques quand même. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on en reparle plus longuement à la pause parce que je ne vais pas pouvoir argumenter pendant des heures. Voilà. Donc, discrimination. Alors, c'est un peu débattu. Il y a des travaux. Alors, il y a une étude, ce qu'on appelle un testing. C'est on envoie des CV fictifs qui sont des CV d'hommes ou des CV de femmes. Ils sont identiques, mais un coup, on met un nom d'homme, un coup, on met un nom de femme. Et on a fait ça à l'université aux États-Unis pour voir si les candidates, avec ces mêmes CV, même thèse de doctorat dans la même discipline, même endroit, etc. Quand on met un nom de femme, les CV sont mieux évalués que quand on met un nom d'homme. Ce n'est pas le cas, c'est même le contraire. Donc, il y a plutôt, les femmes sont mieux évaluées que les hommes dans cette étude-là. Donc, il y a un biais plutôt favorable aux femmes. Il y a une autre étude qui s'applique dans un contexte un peu plus restreint, c'est biologie-chimie, pour des postes de laborantin, de manager de laboratoire. Et là, on trouve plutôt un biais contre les femmes. Mais en même temps, c'est dans des disciplines où elles ne sont pas si sous-représentées que ça. Ça va être la biologie, la chimie. En biologie, en fait, il y a plutôt plus de femmes que d'hommes. Et alors après, je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait moi il y a déjà un certain temps. C'est tirer parti en France de systèmes où on a des concours avec des écrits qui sont anonymes. Donc à l'écrit, on ne peut pas savoir, quand on évalue une copie, si c'est un homme ou une femme. On peut essayer de deviner, donc ça, je ne vais pas vous expliquer tous les détails, comment on traite ça, mais a priori, on ne peut pas savoir exactement avec certitude si on a un homme ou une femme. Et à l'oral, évidemment, on sait la plupart du temps si en face de nous, on a un homme ou une femme. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on compare l'écrit et l'oral? Eh ben, on a ça. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais je vous ai quand même mis un petit graphique. On a que, donc, sur l'axe vertical, c'est le bonus pour les femmes à l'oral par rapport à l'écrit, si on compare aux garçons. Ou les filles par rapport aux garçons. Et donc ce que vous voyez, c'est que à gauche, ça va être toutes les disciplines en fait où il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc c'est l'axe des X, l'axe horizontal, c'est la part des femmes dans la discipline à l'université. Donc physique, maths, c'est des disciplines, comme vous le savez, où il n'y a pas beaucoup de femmes. Et ben vous voyez que en fait, dans un concours comme l'agrégation, il y a plutôt un biais en faveur des femmes. Elles remontent à l'oral. Alors vous pourriez dire que ce n'est pas un biais de discrimination, c'est d'autres explications, etc. Dans cet article-là, on fait des tonnes et des tonnes de tests qui permettent quand même de conclure plutôt à un biais venant des évaluateurs qui cherchent en fait à améliorer, à recruter davantage de femmes dans ces filières.
Et vous voyez en revanche qu'en langue ou en lettres, là où il y a beaucoup de femmes, bah, c'est les hommes qu'on va aider, hein. Le biais va dans l'autre sens, il est négatif, ça veut dire qu'il est en fait favorable aux hommes. Voilà, donc on a ça à l'agrégation, on l'a aussi au CAPES, on a à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. On a fait ça plusieurs fois. Et dans chacun de ces contextes, en fait, on voit que dans les milieux où il y a peu de femmes, dans des concours de recrutement, bah, il y a plutôt une tendance, hein, à essayer d'en avoir davantage. Alors, ça, je ne veux pas vous dire qu'il n'y a aucun problème parce que peut-être certaines d'entre vous ont expérimenté des environnements hostiles, des discriminations, etc. Donc je ne vais pas vous dire qu'il n'y a jamais de discrimination. Mais en tout cas, dans ce qui est recrutement explicite, il n'y a pas forcément de discrimination systématique, négative contre les femmes. En revanche, il y a une vraie peur. On avait fait une enquête en Île-de-France. On demande aux lycéennes si elles ne veulent pas faire de sciences par peur pour leur carrière, par peur d'être discriminées. Et 60% d'entre elles vont dire que c'est le cas. Donc, il n'y a pas forcément de discrimination explicite, et je pense que c'est important de le dire, mais parce qu'il y a justement cette peur quand même assez répandue chez les lycéennes de dire, bah voilà, c'est un environnement très masculin et il va y avoir des discriminations. Et derrière ce message qui a l'air très positif, il faut quand même faire un peu attention, il y a d'autres formes de biais, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de discrimination dans le recrutement, mais il y a tout ce qui est problème de harcèlement sexuel, environnement hostile, remarques hostiles, environnement toxique, etc. Je ne détaille pas, mais il y a aussi tout un tas de travaux sur les pratiques de recherche qui montrent que les environnements ne sont pas toujours si favorables que ça. Donc c'est un petit bémol sur ce message. Plus que 5 minutes ? Ouais, super. Alors, les différences de niveau, je vous ai dit 10 minutes. Ouais, quand même, parce que je me dépêche. Donc, c'est tout pour la discrimination. Donc, la discrimination objective, peut-être pas un facteur majeur, même si la peur des discriminations va jouer. Maintenant, différences d'aptitude et de niveau scolaire. Alors, les différences d'aptitude, les psychologues sociaux qui font des tests avec des très jeunes bébés montrent qu'il y a, en gros, pour aller très vite, pas de différence cognitive très jeune qui permettrait d'expliquer que les femmes, plus tard, font moins de maths et de sciences que les hommes. Allez, point final sur ce thème-là, même si on pourrait aussi quand même étendre. Mais maintenant, venons-en à l'école. Alors, à l'école, on a regardé avec des collègues les évaluations nationales de CP qui ont été rendues publiques depuis 2018. Donc on a sur 4 ans plus de 2 millions d'élèves qui passent des évaluations nationales en début de CP, en milieu de CP et en début de CE1. Et ce graphique vous montre à gauche les différences entre filles et garçons. Et au début de CP, pas de différence. Même niveau, moyen. C'est la petite barre violette. Je suis désolé, je n'ai pas traduit, c'est en anglais, mais vous comprenez, j'en suis sûr. Pas de différence au début de CP, et puis une différence qui émerge dès le milieu de CP, puis en CE1. Donc ça va aussi à l'encontre quand même de différences qui seraient biologiques, pour aller vite, au sens où s'il y avait de telles différences, peut-être on les verrait apparaître dès le début du CP. Or, c'est vraiment le début de l'école primaire, de l'école formelle en fait, qui amène un décrochage des filles. Et on voit, c'est la partie droite du graphique, que le décrochage il se fait tout en haut. Donc les percentiles, c'est les niveaux en maths, les percentiles en haut, 99, c'est le 1% des élèves les meilleurs. Et donc dans ce 1% des élèves les meilleurs, il y a une petite sous-représentation des filles au début, mais qui est légère. Et au bout d'un an, il n'y a plus que 30-25% de filles parmi les tout meilleurs. C'est quand même assez spectaculaire. Dès le CE1, plus que 25% de filles parmi les tout meilleurs élèves en maths. Donc des différences de niveau, oui. Et la question ensuite, c'est... Alors on la voit partout. Là, je vais sauter parce que plus que 8 minutes. Mais on voit ça, quels que soient les métiers des parents, quand les deux parents sont ingénieurs, quand les parents sont profs, quand on est dans une école Montessori, quand on est dans une école laïque versus religieuse, partout. On a trouvé ça, quand on a 2 millions d'observations, on peut regarder école par école, quel que soit le milieu social, les métiers des parents, on voit ça partout. Donc c'est un phénomène qui est... très uniformément répandu, qui touche toute la société, ce qui questionne quand même. Donc on a essayé d'émettre des hypothèses pour voir pourquoi c'est à ce point répandu. Mais donc ce décrochage très tôt, il apparaît partout. Et donc la question c'est, est-ce que ça joue plus tard sur le fait d'aller faire des études liées aux maths ? Et ce qu'on a regardé dans un autre article avec une autre collègue, c'est une grande enquête PISA. On a tous les pays du monde et on a fait ça dans 70 pays dans le monde. On regarde à 15-16 ans, on demande aux élèves s'ils ont l'intention d'aller faire des maths plus tard. Est-ce qu'ils veulent faire plus de maths dans leur scolarité et puis dans leur métier ? Et on regarde les différences filles-garçons de vouloir faire des maths dans sa vie en fonction du niveau. Et là, il y a 3 bouts de graphique. Le premier, c'est la différence filles-garçons en fonction du niveau en maths.
Donc vous voyez qu'il y a un gros écart, c'est-à-dire que même quand les filles et les garçons ont le même niveau en maths, eh ben, les garçons veulent beaucoup plus faire de maths que les filles. Après, c'est en fonction du niveau en français, il y a toujours un gros écart. Et le troisième bout de graphique, c'est en fonction d'un truc qu'on appelle l'avantage comparatif, c'est l'écart de notes entre la note de maths et la note de français. Donc ce truc-là, il est positif si vous êtes meilleur en maths qu'en français. Et là, vous voyez que l'écart entre la courbe rouge et la courbe bleue, l'écart filles-garçons, il est devenu beaucoup plus petit. D'accord ? Donc en fait, quand on prend des filles et des garçons qui ont le même niveau en maths, mais aussi en français, il y a un écart quand même beaucoup plus faible de choix, de souhait d'orientation qui apparaît là. On le voit vraiment bien sur le graphique. Donc déjà, on voit que c'est un très bon prédicteur. La courbe est très verticale, c'est-à-dire quand on a un avantage comparatif pour les maths plus fort, on a beaucoup plus envie de faire des maths plus tard dans la vie. Donc en fait, le choix scolaire, il ne dépend pas que du niveau absolu en maths, c'est assez logique. Il dépend de la comparaison des compétences dans les différentes disciplines. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les garçons désinvestissent très très massivement les lettres et le français. Donc il y a des petits écarts de niveau en maths qui apparaissent très tôt comme on a vu plus tôt, mais il y a des gros écarts de niveau en lettres qui apparaissent aussi assez tôt et qui se creusent beaucoup plus. Donc quand on regarde une enquête comme PISA à 15-16 ans, dans tous les pays du monde, les garçons sont devenus bien moins forts que les filles en maths. Donc les garçons n'ont pas le choix, c'est-à-dire un garçon qui est bon en maths, il est en général pas très bon en français, il va faire des maths. Mais une fille qui est bonne en maths, souvent elle est aussi bonne en français, voire meilleure en français. Donc si elle veut faire des maths, il y a la prof de français qui lui dit « Attention quand même, tu es tellement forte en français, c'est trop dommage que tu ailles faire des maths, va faire du français. » Et donc il y a tout ce système éducatif qui pousse à investir dans les avantages comparatifs et qui est défavorable à l'orientation des filles vers les sciences. Voilà. La confiance en soi en maths, 2 minutes, ouais. Ça, je le montre quand même parce on parle énormément des questions de confiance en soi en maths. Bien sûr, il y a un écart filles-garçons, vous le voyez là. Ça, c'est le même graphique, mais non pas avec le souhait de faire des maths dans la carrière, mais avec la confiance en soi. Et vous voyez à droite que les filles et les garçons qui ont le même niveau en maths et en français, qui ont le même avantage comparatif, il n'y a plus de différence de confiance en soi en maths entre les filles et les garçons à ce moment-là. Ok, alors, il reste la troisième explication qui est quand même un énorme bout, c'est-à-dire comment les stéréotypes jouent sur les investissements, les efforts. Donc, j'ai parlé des notes, mais évidemment, le décrochage des filles au CP, c'est aussi lié à l'environnement culturel, la manière dont les stéréotypes de genre se diffusent. Et donc, on voit que ça se fait très tôt, dès le début de l'école primaire. Bon, ça, c'est des choses qu'on répète tout le temps, donc je ne vais pas beaucoup vous surprendre. C'est pour ça que je vais aller vite peut-être sur cette partie. Je vais quand même vous parler de cette étude qui montre les stéréotypes sur le génie, parce qu'évidemment, les sciences dites dures, les mathématiques, il y a énormément de stéréotypes attachés aux maths qui sont aussi liés à des stéréotypes de genre. Donc, la sous-représentation des femmes dans les carrières scientifiques ou liées aux sciences intenses en mathématiques, c'est aussi lié à l'intersection de stéréotypes de genre avec des stéréotypes liés à ce que sont les maths. Donc la bosse des maths, le génie des maths, le fait que ce soit pour les geeks, le fait qu'après on fasse des métiers qui sont solitaires, qui demandent des études très longues, qu'on concilie difficilement avec sa vie personnelle et sa vie familiale. Tout ça, ça contribue à expliquer la sous-représentation des filles en maths. Et donc là, l'étude en question, c'est à 5 ans, quand on demande à des enfants de se représenter une personne vraiment très très intelligente, ils ne font pas de différence homme-femme. Et dès 6 ans, ils vont penser davantage à un homme qu'à une femme. Et si on leur demande de participer à un jeu pour personnes qui sont vraiment pour enfants, qui sont really smart, vraiment intelligents, eh bien, on a le même résultat. Dès 6 ans, les filles vont se détourner de ce type de jeu. Donc on voit aussi comment ces stéréotypes qui sont très liés aux maths vont être intériorisés très jeunes chez les enfants. Ok, j'ai mis une slide sur les solutions. Peut-être je vous laisse la lire parce qu'on fait un immense signe qu'il faut que je m'arrête. Donc voilà, je m'arrête. Merci pour votre attention. Ouais, super.